Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Dans le premier épisode de Question d'assaut, on a exploré les limites du modèle économique de la subvention sur lequel reposent de nombreuses associations. On a vu que les subventions sont une source importante de revenus, mais leur finalité est orientée par celui qui l'attribue, ce qui peut impliquer une réelle perte de liberté pour les associations. Mais si les associations cèdent aux sirènes des subventions, c'est bien parce qu'il est difficile de trouver d'autres formes de financement, et notamment qu'il est difficile de susciter la générosité du public et de ne vivre que de dons. D'ailleurs, les chiffres le prouvent, on a vu qu'en moyenne, les dons ne représentent que 5% des revenus des associations. Et pourtant, certaines associations arrivent à vivre essentiellement de dons. Donc c'est le cas de la Quadrature du Net, qu'on va recevoir aujourd'hui, donc qui est une association bien connue de défense des libertés, notamment concernant les enjeux sécuritaires et les enjeux technologiques, mais pas que. Comme d'autres associations engagées, pour ne pas subir de pression externe, la Quadra n'accepte que des dons individuels ou privés, on y reviendra. Alors comment font ces associations pour susciter la générosité populaire ? Y a-t-il une recette miracle ? Comment est-ce que cela impacte leur organisation interne ? En gros, est-ce rentable d'être militant ? Donc ce sont les questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 3e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir de recevoir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu représentes la Quadrature du Net. On est aussi accompagné, comme les 2 précédents épisodes, par Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut. Donc toi, tu viens de la coopérative d'expertise comptable et juridique Finacop, qui est spécialisée dans l'ESS. Et aujourd'hui, tu vas nous parler plus précisément de la différence entre utilité publique et intérêt général, qui sont 2 statuts qui reposent notamment sur la composition du budget des assos. Enfin, tu nous diras tout ça plus précisément tout à l'heure. Donc, et pour animer ce podcast, donc moi, c'est Yael et je suis accompagnée de Karl. Salut. Karl. Donc cet épisode de Questions d'assaut est réalisé comme les précédents par Guillaume Desjardins de Synchrone TV, qui nous reçoit encore une fois dans leur studio. C'est sur une musique de Sound of Nowhere, donc si vous aimez, n'hésitez pas à regarder ce que fait l'artiste. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, donc Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud. Vous pouvez aussi vous abonner directement à notre newsletter sur notre site, donc www.questions-asso.com, où vous aurez de toute façon toutes les informations dont on va reparler et une version textuelle du podcast. Alors je crois que j'ai tout dit. Écoutez, on est très heureux d'être avec vous et c'est parti. Et donc on retrouve Karl pour l'édito. Ouais, salut Yael. Alors, après avoir parlé des associations qui vivent de subventions dans notre premier épisode, et puis ensuite du don de temps et de sa gestion dans notre second épisode, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet, effectivement, qui est à mi-chemin entre les deux. On va parler du don d'argent. Donc en fait, on l'a déjà dit, le monde associatif repose en grande partie sur la valeur du don. Un don de temps, un don en nature, de la nourriture, des vêtements, des appareils dont on ne se sert plus, mais aussi, et peut-être presque surtout, un don d'argent. La question que nous vous proposons de traiter aujourd'hui est celle de ce don d'argent. Quelles sont les associations qui en bénéficient ? Que représentent les dons dans leur budget ? Comment se structurent les campagnes de dons ? Sont-elles efficaces ? Peut-on faire tourner son association par ce biais ? Y a-t-il une spécificité des associations vivant de dons et qui s'opposerait aux associations qui vivent, par exemple, de subventions ? À l'inverse, qui sont les personnes qui donnent ? Quelle est la sociologie des donateurs ? Autant de questions que nous allons tâcher d'aborder dans cet épisode. Alors, avant de nous lancer et d'accueillir Myriam de la Quadrature du Net, quelques petits rappels s'imposent sur cette question du don.
Tout d'abord, Yael, tu nous avais expliqué effectivement dans le premier épisode que le don et le mécénat ne représentaient que 5% du budget moyen des associations. De l'autre côté, tu nous avais également dit que les recettes d'activité, dont les subventions, composent les 2/3 de ce budget. On peut donc d'ores et déjà le dire, les associations qui vivent de dons sont largement minoritaires, en tout cas en termes de nombre d'associations. Témoignage d'ailleurs de ma propre association, l'association Designer Éthique que je représente dans ce podcast, elle ne reçoit quasiment pas de dons. Ça représente peut-être 1% de notre budget. Et pourtant, tu m'avais pas dit que vous recevez aussi du mécénat ? Ouais, effectivement, les Designers Éthiques est soutenu en mécénat par plusieurs organisations selon les années. Ça peut représenter peut-être 10 à 20% de notre budget. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que le mécénat, c'est un don ? Je me suis posé la question en préparant cet édito et j'ai eu du mal à y répondre. Alors je me suis dit, en fait, puisqu'on a un expert à cette table, Mathieu, on va te poser la question directement. Est-ce que le mécénat, c'est un don ? Alors c'est vrai que dans le langage commun, on aime bien peut-être distinguer mécénat, qu'on assimile plus à des personnes morales et le don plus à des personnes physiques. Mais fiscalement, il faut savoir que le mécénat, c'est une notion fiscale. C'est une forme de don qui embrasse toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Ok. Et donc oui, tout mécénat est un don. Après, tout don n'est pas forcément du mécénat, parce qu'il faut que ce soit fléché vers des organisations d'intérêt général. Ok. Et du coup, si on s'intéresse au montant de ces dons, est-ce qu'on sait un peu ce que ça représente ? Alors, connaître la valeur moyenne des dons, c'est en réalité assez difficile. Déjà parce que le plus souvent, les études qui s'intéressent à cette question-là se placent du point de vue du donateur et donc souvent de l'individu, du français ou de la française qui déclare sur sa fiche d'impôt combien elle va donner à des associations. Et donc, de fait, ça ignore ce qui pourrait être donné par des personnes morales, donc effectivement du mécénat, qui sont peut-être plus rares, mais qui sont aussi souvent plus conséquents. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au début des années 2000, le don moyen par Français donateur était de 524 francs. Avec Yael, on a déjà beaucoup dit que le milieu associatif faisait l'objet de peu d'études et on le voit encore ici puisque c'était encore en francs. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents, même si a priori il y aurait des études qui auraient été faites en 2010 sur ce sujet-là. Donc pour rappel, pour ceux qui nous écoutent et qui se souviendraient peut-être pas exactement combien ça veut dire 524 francs, combien ça fait en euros, ça correspond à peu près à 75 euros. Donc pourtant, entre le début des années 2000 et aujourd'hui, l'économie du don, elle a largement évolué en France. Je ne sais pas, Myriam, Mathieu, Yael, si vous avez une idée de qu'est-ce qui a changé entre le début des années 2000 et 2010 et qui fait que l'économie du don a beaucoup changé. Non, j'étais trop jeune. Une fiscalité moins avantageuse. Une fiscalité moins avantageuse, exactement. Puisque, en fait, entre 2003 et 2005, c'est le seuil de défiscalisation des dons qui a largement augmenté, puisqu'il est passé de 50% à 66%. Et déjà avant, en 1996, il était passé de 40% à 50%, ce qui veut donc dire qu'entre 1996 et 2005, on est passé de 40% de défiscalisation possible du don à 66%. Donc en l'espace de 10 ans, quasiment, la défiscalisation du don aux associations a connu un bond relativement spectaculaire. Et tu sais si cette mesure a un effet sur les dons aux associations ? Alors, avant de répondre à cette question, qui est effectivement la question centrale, il faut quand même qu'on s'intéresse un petit peu à la sociologie du don. Qui donne ? Quel est le profil type d'un donateur ? Alors, il se trouve qu'il existe quelques études à ce propos, mais ce sont toujours avec les mêmes équipes de chercheurs qu'on cite depuis le début de ce podcast. Et donc, aujourd'hui, je convoque les économistes Lionel Proutot et François-Charles Wolf pour vous définir le profil type du donateur. Et alors, en fait, c'est déjà le profil type d'une donatrice, puisque ce sont plutôt les femmes qui donnent avant les hommes. Et puis, c'est surtout une donatrice plutôt diplômée, puisque la pratique du don augmente avec le niveau de diplôme et indirectement avec les revenus. Alors évidemment, là, il s'agit d'un profil à très très gros traits. Pour plus de finesse, je vous invite à lire l'article de Lionel Proutot et de François-Charles Wolf qu'on mettra en citation, enfin en description de cet épisode, et qui définit des profils plus précis en fonction des types d'associations auxquelles les gens donnent, si ce sont des associations sportives, religieuses ou culturelles. Et puis attention, précision, ici je parle bien de dons monétaires et pas de dons matériels, puisque ce don matériel répond à d'autres logiques. Alors, l'augmentation de la défiscalisation du don a-t-elle eu un effet sur les montants perçus ? Eh bien, a priori, il semble que pas vraiment, non, en réalité. Surtout qu'il y a une bonne partie de la population qui, a priori, est exclue du mécanisme de défiscalisation.
parce qu'elles sont non imposables. Ouais, exactement. Il semble que les dons des donateurs défiscalisables aient légèrement augmenté de leur côté, pour reprendre les termes de Proutot et Wolf. En fait, les donateurs les plus généreux réagissent plus aux réductions fiscales, aux réductions d'impôts, mais sans que ça ait en fait réellement changé la donne, car si on note bien une augmentation des dons, elle apparaît relativement faible. Enfin, ce que nous apprennent Proutot et Wolf, c'est que le don n'est pas un gage d'engagement bénévole au sein de l'association. Seuls 13% des Français cumulent ces deux contributions, une contribution de temps et une contribution d'argent, quand 14% ne donnent que du temps et 23% ne donnent que de l'argent. Donc finalement, ceux qui donnent les deux sont relativement minoritaires. Et de fait, ça nous amène à aborder une dernière question qui est celle de l'ambiguïté du don, pour reprendre l'expression et le propos de la sociologue Sandrine Chastan. Car si le don en fait semble désintéressé, il sous-entend pourtant bien souvent un retour, un contre-don. Vous payez un verre à quelqu'un, à un ami lors d'une soirée, vous vous attendez à ce qu'il en fasse de même lorsqu'il vous invitera la prochaine fois. Et en fait, le sociologue Alain Caillé le formalise ainsi, c'est en mettant l'autre au défi de rendre qu'on le reconnaît comme participant d'une commune humanité. Et donc, pour reprendre Sandrine Chastan, le don véritable est donc aussi éloigné du sacrifice qui écrase que de la charité qui méprise. Il laisse à l'autre la possibilité de redonner pour affirmer sa dignité et son appartenance à la communauté des humains. Alors ici, on le comprend, il s'agit d'une analyse qui est liée au don à une personne. Qu'en est-il maintenant lorsque l'on donne à une association ? Quelles conséquences pour cette dernière ? Comment gère-t-on ce don en association ? Pour répondre à ces questions, on est très heureux de recevoir Myriam de la Quadrature du Net. Rebonjour Myriam. Rebonjour. Merci d'être avec nous pour parler de la place du don donc, dans le modèle associatif. Donc la Quadra, Yael l'a dit, c'est une association de défense des libertés individuelles, notamment sur l'espace numérique. Vous êtes notamment connu pour avoir fait condamner certains GAFAM, dont Google, à de grosses amendes pour des manquements à la réglementation sur la protection des données personnelles. Et en fait, on souhaitait aborder ce sujet des dons avec toi, car en échangeant, on s'est rendu compte que votre modèle de collecte de dons était particulièrement original, parce que je crois qu'en fait, vous recevez des dons non pas quand vous lancez des projets, mais quand les gouvernements présentent des projets de loi qui vont à l'encontre des libertés individuelles. Les gens donnent alors pour que vous puissiez attaquer ces projets, c'est ça ? En grande partie, oui, c'est quelque chose qu'on a remarqué, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on va détailler tout ça dans le courant de l'épisode. Ouais, avec plaisir. Alors, pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur la Quadra et vous situer dans le vaste monde des assos, on te propose le fait de dresser la carte d'identité de l'association à travers nos 3 questions qu'on pose à toutes celles et ceux qui viennent à notre micro. Et pour commencer, en fait, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que la Quadra ? Quelle est votre activité ? Qu'est-ce que vous faites, en fait ? Ouais, alors juste, je voulais d'abord vous remercier parce qu'en fait, c'est très rare que la Quadrature ait l'occasion de parler de ce genre de sujet. Nos comptes sont publics, c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, et donc c'est assez cool parce que je pense que c'est un sujet assez important. La Quadrature, en fait, donc c'est une association de défense et promotion des droits et libertés dans l'environnement numérique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut entendre par droits et libertés dans l'environnement numérique ? Globalement, nous, on a quelques gros sujets de centre d'intérêt. C'est beaucoup les questions de censure en ligne, donc les questions de données personnelles. Et le 3e gros volet, c'est les questions de surveillance, à la fois en ligne et aussi beaucoup dans l'espace public. Donc ça, c'est par une initiative qu'on a lancée qui s'appelle Technopolis. Et donc voilà, effectivement, les données personnelles, c'est quelque chose sur lesquelles on a beaucoup travaillé, notamment en 2018, avec ces plaintes contre les GAFAM. Alors c'est Amazon qui a eu la plus grosse condamnation pour le moment. Autant pour moi. 746 millions d'euros quand même. Bravo. Bon, on verra ce que ça donne pour la suite. Donc voilà, c'est un peu les 3 gros champs sur lesquels la Quadrature travaille en ce moment. On est à la fois en défense et promotion. Alors, beaucoup de la défense, effectivement, face à les projets de surveillance qui s'installent de plus en plus, les entreprises et les États qui captent de plus en plus les données personnelles pour faire de l'argent, quand même, essentiellement. Mais on essaye aussi, malgré tout ça, d'être aussi dans de la promotion, pas seulement dans la défense, parce que on cherche toujours à avoir aussi des propositions positives, même si c'est plus compliqué de les insérer dans les contextes d'actualité, les contextes politiques, mais justement la promotion d'un Internet libre et émancipateur, et voilà. Et puis donc une association. Donc là, effectivement, ça, on en parlera. On est là pour ça. C'est certaines spécificités de fonctionnement qui jouent beaucoup, à la fois sur l'organisation et sur le financement. Et justement, c'est peut-être la prochaine question. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Qui compose l'association ?
Ouais, alors là, c'est aussi un modèle assez original. Moi, je connais pas beaucoup d'assos qui fonctionnent comme ça. On a très peu d'adhérents. En fait, on n'accueille pas d'adhérents comme font beaucoup d'associations. On a des membres. Actuellement, ils sont 19. Donc, c'est vraiment un petit groupe de membres. Il y a 7 salariés. Et après, il y a énormément de gens qui gravitent autour de la Quadrature, mais sans statut particulier. Donc, effectivement, il y a des réseaux de bénévoles qui filent des coups de main, soit ponctuels, soit de manière beaucoup plus pérenne. On essaye d'avoir une grande souplesse pour que les gens participent à la Quadrature et se sentent partie prenante. En termes de souplesse, c'est aussi un peu un bazar, pas toujours simple à gérer, mais en fait, oui, les gens demandent souvent à adhérer à la Quadrature et en fait, on n'adhère pas à la Quadrature. On a vraiment un noyau de membres qui sont les membres fondateurs de la 3e étape historiquement de la Quadrature, qui sont 19 actuellement. Voilà, et ça fonctionne par cooptation en fait. Donc des gens qui viennent, qui font du bénévolat depuis un certain temps et à qui on propose éventuellement de devenir membre. Mais l'idée, c'est pas du tout d'avoir un gros pool de membres, quoi. On veut vraiment rester sur quelque chose d'assez petit. Et en termes décisionnels, mais en fait, ce sont ces 19 membres-là qui forment l'Assemblée générale. On a quand même... donc on essaie d'avoir un fonctionnement très horizontal. Donc on a quand même ce qu'on appelle un collège solidaire. Actuellement, ils doivent être 7 dedans. Mais c'est assez souple. C'est parmi les 19 membres, c'est ceux qui veulent en être en sont. Le jour où ils veulent plus en être, ils en sont plus. Ils peuvent revenir. Et c'est ce collège-là qui va représenter la Quadrature face au pouvoir public, etc. C'est là-dedans qu'on a notre trésorière. Parce qu'en fait, on n'a pas de président. On n'a pas du tout le bureau président, trésorier, secrétaire. Et c'est pas obligatoire, ça ? C'est pas obligatoire, non. Dans les statuts, il faut deux personnes pour fonder une association. Il n'y a pas d'obligation réelle sur des postes ou autres. Après, dans les faits, la plupart des associations le font. Parce que c'est très compliqué de faire autrement, notamment vis-à-vis des banques et des financeurs, quand on leur dit « bah non, mais on n'a pas de président ». Alors donc, on a décidé quand même d'avoir une trésorière. Ça fait un nom à mettre dans les dossiers en termes... c'est pas légal, parce qu'en fait, elle n'est pas seule responsable légalement de ce qui pourrait se passer, mais la banque voulait un nom. Donc, on a mis un nom. Mais ça ne représente pas, comme tout est fait collectivement, ça ne représente pas forcément grand-chose. Et puis, au quotidien, les décisions sont prises... on a des groupes de travail, à la fois thématiques, et puis on a des groupes on a un binôme de médiation en cas de conflit interne. On a un groupe qui gère ce qu'on appelle le socio-pro, pour pas dire les RH, parce qu'on n'aime pas trop le terme. Et puis en fait, oui, au quotidien, c'est ces groupes qui gèrent. On est assez dans la fameuse duocratie, là. En gros, c'est ceux qui vont prendre les décisions. Alors bien sûr, comme on est un peu tous d'accord sur cette manière de fonctionner, on essaye quand même toujours de prendre les avis d'un certain nombre de personnes dans l'asso, que ce soit des membres ou des bénévoles d'ailleurs, en fonction des gens... Oui, en fait, c'est les gens les plus investis sur un sujet qui vont prendre les décisions, quoi. Pour les décisions du quotidien, en tout cas, pas les lignes stratégiques. Les lignes stratégiques, effectivement, c'est ces fameux 19 membres. Voilà, je crois que c'est à peu près... j'ai fait à peu près le tour. Et puis du coup, il y a l'autre facette de la Quadra qui sont les salariés. Oui, les salariés, oui. L'équipe, l'air de rien, on participe beaucoup aux décisions. Oui, parce que tu es salarié de la Quadra. Moi, je suis salarié de la Quadrature. Et dans le mode de fonctionnement, même si légalement, on n'est pas membre, c'est pas tout à fait possible, mais dans les prises de décision, dans les discussions, dans le fonctionnement, notre voix, elle a autant de poids que celle des membres quand on discute de la stratégie de l'association et autres. Et c'est assez aussi assez étonnant comme fonctionnement. C'est pas toujours simple, parce que dans un contrat de travail, il y a quand même une subordination qui existe. Mais dans les faits, on essaye de l'effacer la plus possible et d'être sur quelque chose de très horizontal. Mais oui, l'association tourne aussi beaucoup avec ses 7 salariés, parce que on est à 35 heures, on bosse toute la journée pour la Quadrature. Donc on a une facilité, tout bêtement, pour le plaidoyer politique. C'est compliqué d'aller faire du plaidoyer politique le soir et le week-end. Donc ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup fait par les salariés. Parce que les élus, il faut pouvoir les appeler à l'heure où ils sont disponibles, quoi. Dans la journée. Voilà. Et du coup, les profils de ces salariés, ce sont surtout des juristes, je crois. Non, en fait, on est 7 et on a 2 juristes. Alors, c'est le seul binôme, effectivement. On a 2 juristes, on a une responsable de la communication,
un responsable technique, une chargée de campagne sur les questions de surveillance, parce que justement, comme on a cette initiative Technopolis a pris beaucoup de place au sein de la Quadrature, et donc on a embauché quelqu'un là-dessus récemment. Et puis 2 personnes pour l'administratif. Moi, je fais beaucoup même de coordination, et puis on a quelqu'un qui gère la compta, la logistique, enfin tous ces trucs moins fun, mais qui sont quand même très très nécessaires pour que l'assaut tourne. Totalement essentiel. Oui, c'est ça. Et la dernière question de notre carte d'identité, c'est finalement comment est-ce que vous êtes financé ? Et notamment, est-ce que tu peux nous dire quelle est la part de subvention ? Alors on va y revenir, hein, mais la part de subvention versus prestation dons dans votre budget ? Alors déjà, nous, on n'a pas de prestations. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Alors le gros, effectivement, de nos financements, ce sont les dons. Les chiffres varient un peu quand même. Moi, j'ai retrouvé les chiffres depuis 2014, parce qu'avant 2013, la Quadrature n'était pas une association. C'était un collectif. Donc, c'était un peu différent en termes de gestion. Et alors, ça a assez varié. En 2014, on avait 61% de dons de particuliers, à peu près 3% de dons d'entreprises et à peu près 35% de dons de fondations, qui venait d'une seule fondation d'ailleurs, qui est l'Open Society Foundation, la branche européenne de l'Open Society Foundation. Et puis pour 2020, on est à 77% de dons de particuliers et une vingtaine de pourcents de dons de fondations. Et là, par contre, on a un petit peu diversifié, c'est-à-dire que l'Open Society Foundation nous donne moins. De toute façon, d'année en année, c'était volontaire, vu avec eux. Ils ont un peu fait décroître leur soutien. Et on a des soutiens aussi de la Fondation pour le progrès de l'homme et du Digital Freedom Fund, qui est un regroupement de fondations, dont la fameuse Open Society Foundation, d'ailleurs, qui est dedans, puisque finalement, quand on regarde sur le numérique, on retrouve un peu toujours les mêmes acteurs, quoi. Mais ça varie, voilà. Mais actuellement, on est aux alentours de 70-75% de dons de particuliers. Alors, pour les dons d'entreprise, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'arrive pas toujours à savoir que ce sont des dons d'entreprise. Parce qu'en fait, les entreprises qui nous donnent, ce sont des petites entreprises. Donc, c'est des dons qui ne sont pas beaucoup plus élevés que les dons de particuliers. Et elles ne nous demandent pas toujours de papier pour leur comptabilité, ce qui est un peu étrange. Et en fait, s'ils viennent pas nous dire, en faisant le don, qu'ils sont une entreprise, nous, on peut pas l'enregistrer comme tel. Donc, on n'est pas tout à fait sûr de ce chiffre. On a probablement un peu plus de dons d'entreprise que ce qu'on affiche, mais parce qu'en fait, on le sait pas forcément. Du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, on voit que dans les fonds là, que vous recevez, il y en a beaucoup qui sont européens. Comment... Alors du coup, j'anticipe sur la partie d'après, mais comment vous allez les chercher ? Vous êtes aussi visible que ça au niveau européen ? Alors, pour l'Open Society Foundation, je ne peux pas dire, parce qu'en fait, c'est une fondation qui soutient la Quadrature depuis l'époque de la création du collectif en 2008. Donc, je n'ai pas vraiment d'idée à l'époque de comment c'était notamment Jérémy Zimmerman qui était en lien avec eux, mais je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Par contre, pour les financements un peu plus récents, je pense par exemple à la Fondation pour le progrès de l'homme, ils ont une partie de leur bureau en France. D'accord. Donc en fait, ils financent des copains à nous, l'association Framasoft, et puis par ce biais-là, on les a rencontrés. C'est du bouche à oreille vraiment. Mais en fait, c'est des fondations, qui sont au niveau européen, mais ils sont très installés en France en fait. C'est pour ça c'est par ce biais-là qu'on a. C'est beaucoup le bouche à oreille. Okay. Fondation qui parle d'une autre fondation, nous disant tiens, vous pouvez peut-être aller chercher par là. Et peut-être juste du coup question autant pour Mathieu que pour toi. Du coup, tu disais qu'au début vous étiez un collectif. Est-ce que vous êtes passé à une association justement pour pouvoir récupérer des dons, parce que je crois que tu disais les banques aiment pas trop les collectifs, ou comment vous faisiez avant, justement pour récupérer des dons si vous receviez des choses de l'Open Society, l'Open Fondation, bref, j'ai oublié le nom. En fait, avant 2013, je crois que le ratio don soutien de fondation était vraiment différent. L'Open Society, l'OSF avait vraiment une grosse part dans les budgets de la Quadrature, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'y étais pas moi à l'époque, donc. Mais en fait, on passait par une autre association qui collectait les dons pour la Quadrature. Et qui salariait du coup les gens aussi.
Oui, mais alors il y avait 1 ou 2 personnes, pas plus. C'était vraiment beaucoup plus réduit en termes d'équipe salariée. Ça fonctionnait beaucoup plus sur du bénévolat. Donc ça a vraiment changé la physionomie de la Quadrature en 13 ans. Et du coup, tu disais que vous n'acceptiez pas de subvention ni ne faisiez de prestations. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors les prestations, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Ça n'a jamais été trop la question s'est jamais vraiment posée. Par contre, pour les subventions, c'est très clair. C'est vraiment ce que disait Yael en introduction, c'est la question de l'indépendance. La question que les pouvoirs publics ne puissent pas, même indirectement, peser sur les choix de l'association. Et au vu de ce qui s'est passé les derniers mois, on a vraiment bien fait parce que la fameuse loi, alors je ne sais plus quel est le nom exact, mais celle qu'on appelle la loi séparatisme, qui a fait rentrer dans la loi française des choses assez compliquées pour les associations, enfin vraiment graves. Et justement, maintenant, il y a ce fameux contrat d'engagement républicain pour les associations qui reçoivent des subventions ou qui ont des agréments. Et qui écrit quand même noir sur blanc que les associations s'engagent à respecter et faire respecter l'ordre public. Si la Quadrature s'engageait sur ce genre de truc, elle ne serait plus la Quadrature. Donc en fait, voilà, on a bien fait jusqu'ici de ne pas demander de subventions publiques et je pense qu'on continuera. Et du coup, si on s'intéresse maintenant peut-être à vos donateurs, est-ce que tu connais le profil des donateurs de la Quadrature ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce que vous savez en moyenne combien une personne va donner ou ce genre de choses ? Alors, on a des idées de combien une personne peut donner en moyenne, mais alors par contre, après, on n'a pas du tout d'idée des profils, pour 2 raisons. Parce que déjà, au départ, c'était beaucoup milieu geek et les milieux de libristes. Depuis, ça a beaucoup changé. Et on n'a pas d'infos parce qu'en fait, on n'en veut pas. Parce que les questions de données personnelles, on n'a pas... Enfin, les gens qui nous donnent, on leur demande juste... il y a des gens qui nous donnent sans donner plus d'infos. Et il y a des gens qui se créent un compte donateur parce qu'on a aussi des systèmes de contrepartie dont on pourra reparler à l'occasion. Mais ces gens-là, on a juste besoin d'un pseudo, d'une adresse mail et d'une adresse postale s'il faut leur envoyer les contreparties. Mais c'est des données qu'on garde le moins longtemps possible et on n'en demande absolument pas plus parce que donc on cherche pas à savoir vraiment qui nous donne. Par contre, ce que je peux dire, j'ai pas les chiffres en tête, mais le don moyen à la Quadrature est assez faible en fait. En fait, c'est plutôt un grand nombre de gens qui donnent des petites sommes que l'inverse. Et alors ces contreparties, justement, quelles sont-elles ? Alors les contreparties, on a un système c'est par palier, en fonction donc les gens cumulent les dons au fil des mois ou des années, et en fonction des paliers, j'ai plus les paliers exacts en tête parce qu'on les a fait changer il y a pas longtemps, mais quelqu'un qui va vouloir entre guillemets la totale de nos contreparties, c'est un palier à 314 €. C'est le pic. Par an. Voilà. Non, ça peut être... S'il met 10 ans à nous donner 314 €, il aura ses contreparties, il ou elle aura ses contreparties au bout de 10 ans. Okay. Alors les contreparties, en fait, c'est les t-shirts, les sweats et les petits tote bags, la Quadrature qu'on fait. On change le design tous les ans. Et c'est assez marrant, les gens aiment bien. Pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, Pi, c'est aussi votre logo. Oui, le Pi, c'est le logo de la Quadrature. Alors du coup, la question qui suit, c'est... en fait, donc vous ne collectez pas de données sur vos donateurs, mais est-ce que vous savez pourquoi ils donnent ? Qu'est-ce qui fait qu'ils soutiennent la Quadra ? Est-ce que vous avez juste une idée parce que ce sont des militants de la cause de la protection des libertés individuelles ? Ou est-ce que vous avez des données un peu plus fines justement sur ce qui les motiverait ? En fait, les données, on peut les avoir plus par le contexte dans lequel les gens donnent qu'autre chose. Alors, bien sûr, il y a des donateurs qui nous écrivent pour nous dire qu'on fait du super boulot. Parfois, ils nous disent sur quel sujet ils ont le plus... Alors, c'est vrai qu'il y a un noyau de donateurs et de donatrices qui donnent parce que ce sont des libristes, parce que la question c'est des geeks, en fait, qui continuent à donner à la Quadrature depuis des années et des années. On a un petit pool comme ça de personnes qui nous donnent de manière très très fidèle. Et puis après, on a des gens, beaucoup, on s'aperçoit que c'est très lié à l'actualité. En gros, dès qu'il y a des projets un peu liberticides qui touchent de près ou de loin au numérique, les gens donnent à la Quadrature. Donc voilà, c'est plus ça en fait, c'est plus un soutien parfois ponctuel, parfois de long terme, mais sur
face aux inquiétudes. Enfin, les gens sont inquiets face à tous ces projets liberticides et donc ils vont donner à la Quadrature parce qu'ils pensent qu'on peut aider à quelque chose là-dessus, quoi. Et ils donnent spontanément ou en fait vous profitez aussi de ces périodes-là pour faire des campagnes de dons ou des appels à dons? En général, sur l'actualité, c'est assez spontané. Parce qu'en fait, ça nous est arrivé de profiter d'actualité pour faire des appels à dons. On ne le fait pas forcément toujours parce que parfois, les sujets dont il est question sont quand même assez graves. Et ça nous embête un peu de terminer un article hyper grave sur la surveillance et autres. Mais on le fait, mais pas forcément dans nos publications, plutôt sur les réseaux sociaux, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on a des campagnes de dons aussi qu'on fait activement, mais on est en réflexion justement là-dessus, ça bouge beaucoup. Ouais, peut-être une dernière question avant d'aborder cette question des campagnes de dons, c'est que finalement, on a le sentiment que les dons qui sont faits à la Quadra, c'est pas vraiment un don de solidarité pour défendre une cause qui nous touche pas, c'est plutôt peut-être l'attente d'un retour de service, au sens où la Quadra serait presque l'avocat de ceux qui se sentent impactés sur leur liberté individuelle. Est-ce que on peut le dire comme ça, un contre-pouvoir, ouais. Oui, je pense qu'il y a en partie de ça, oui. Oui, en partie, beaucoup, ça se voit beaucoup ces dernières années. J'ai l'impression, en tout cas, des messages qu'on reçoit de soutien ou autres, que les gens se sentent attaqués sur leurs données personnelles, leur intimité, leur vie privée, etc., et se disent que la Quadrature peut y faire quelque chose. Après, on a aussi des gens qui ne font pas partie des gens les plus impactés par ces projets sécuritaires et qui nous donnent quand même, où là, on est plus dans une solidarité de défense des libertés plus générale. Ouais. Et la question qu'on pourra poser tout à l'heure qui est liée à ça, c'est finalement, est-ce que ça a un impact, ce don contextuel sur ce qu'on va attendre de vous en tant qu'association, en tant que réalisation d'un service, entre guillemets, d'une association. Mais peut-être, avant d'aborder cette question-là, effectivement, sur la question des campagnes de dons, est-ce que vous en faites ? Est-ce qu'elles marchent ? C'est un peu la grande question des assos qui vivent de dons, finalement. C'est comment est-ce qu'on va récupérer ces dons ? Est-ce que, finalement, le fait de mettre en place des campagnes de crowdsourcing, d'ailleurs, est-ce que vous employez ce terme ? Est-ce que vous faites du crowdsourcing ? Ou est-ce que c'est complètement est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est complètement décontextualisé ? Alors, on fait des campagnes de dons, ça depuis au moins 2013. Après, on ne fait pas vraiment de crowdfunding, crowdsourcing. Enfin, on ne fait pas de financement sur projet. C'est quelque chose qu'on évite de faire. On profite de nos projets pour rappeler aux gens que ce sont leurs dons qui financent la Quadrature essentiellement, etc. Mais on n'appelle pas les gens à nous soutenir sur un projet particulier. Après, les gens vont soutenir parce que tel ou tel projet leur plaît, mais on n'est pas dans le... En fait, on est assez... contre les financements fléchés, en fait. Parce que, on estime que les gens vont venir nous soutenir parce qu'on peut défendre les libertés, mais qu'après, quelque part, c'est nous, collectivement, à la fois les membres, mais aussi les salariés, les bénévoles, qui décidons de la meilleure manière de le faire, en fait. Donc, on fait pas... on n'a pas... Alors, on y réfléchit, hein, ça ne veut pas dire qu'on a exclu totalement de le faire dans les années à venir. C'est des questionnements. De toute façon, la Quadrature est traversée perpétuellement de questionnements tout le temps. Surtout. Mais on fait des campagnes de dons. Alors, jusqu'à 2016, je crois, il y avait 2 campagnes par an. Une en juin et une en fin d'année. C'était apparemment assez épuisant. Moi, c'était juste avant que j'arrive, en fait, à la Quadrature. J'y suis arrivée en 2017. C'était vraiment épuisant parce qu'en fait, on termine une campagne et il fallait tout de suite commencer à organiser la suivante. Enfin, l'impression de pas de faire que ça, mais un petit peu. Et donc, depuis 2017, on ne fait plus qu'une campagne de fin d'année, qui est un peu... Dans le calendrier, ça reste quand même quelque chose d'un peu important, mais depuis l'année dernière, on est passé à un fonctionnement un peu différent. On garde cette campagne de fin d'année, mais on y met moins d'énergie, moins de ressources, et on fait des appels à dons toute l'année, en fonction de nos actualités, etc. On rappelle régulièrement aux gens que la Quadrature vit beaucoup des dons, et ça change pas mal la physionomie du travail. Ça allège la fin de l'année un petit peu, mais on garde quand même cette campagne de fin d'année parce que
Parce qu'en fait, tous les donateurs un peu fidèles de la Quadrature, ils y sont habitués. Il y a une espèce d'institution et c'est aussi un moment où la Quadrature fait un peu le bilan de ce qu'elle a pu faire l'année d'avant. Donc c'est quand même important de la garder, mais on a remarqué en fait que c'est très très compliqué il n'y a pas de recette miracle. Pour répondre à la question. Poser la question au tout début, il n'y a pas de recette miracle. On fait régulièrement des points sur comparaison des campagnes de dons d'année en année, et on se rend compte qu'il y a des années ça marche super bien. Les campagnes de fin d'année marchent super bien, il y a des années on ne sait pas trop pourquoi ça marche moins bien. Et donc on s'est dit que plutôt que d'avoir tous les œufs dans le même panier avec juste une campagne en fin d'année, demander des dons un peu tout au long de l'année, ça met moins de pression en interne. Et puis ça évite, si on se plante une année en fin d'année sur une campagne de dons, ça évite d'être complètement... Ça représente quelle proportion de votre budget, cette campagne de dons de fin d'année ? C'est compliqué. Alors, si je prends les chiffres de cette année, en même temps, cette année n'est pas tout à fait terminée. En plus, ça complique les choses parce que comme notre campagne commence en novembre, d'un point de vue de la manière dont on organise nos campagnes de dons et dont on analyse tout ça, on est en décalage par rapport au bilan comptable classique du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a toujours des chiffres. Mais là... on est au moins, à vue de nez, on est au moins sur un quart, un bon quart, voire un petit tiers de dons sur cette année, sur 2021. Mais 2020-2021, on s'est quand même aperçu que justement cette idée de faire une espèce de campagne permanente toute l'année, ça marchait. C'était vraiment pas mal en fait, ça marchait. Parce que ça permet d'utiliser un peu plus les actualités, justement pour que les gens nous donnent. Voilà. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était comme on faisait campagne qu'en fin d'année, on se profitait pas forcément des actus. Maintenant, on essaye de le faire un peu plus. C'est un peu, ça fait un peu, on n'aime pas trop le côté. On profite des actualités, mais en même temps. C'est pas l'actualité qui manque, quoi. Ouais. Oui, surtout en ce moment, sur les sujets de la Quadrature, ça manque pas, oui. Et malheureusement. Peut-être aussi la différence, c'est que je crois que tu nous avais dit en préparation de cet épisode que aussi vous avez aujourd'hui des réserves qui peut-être font que vous êtes moins dans l'urgence aussi de devoir absolument chercher des sous parce que vous avez quand même cette salariée à payer, etc. Mais finalement, vous avez aussi peut-être un peu plus de respiration, de souffle là-dessus. Il y avait un peu de réserve. En fait, ce qui s'est passé, c'est en 2014, il y avait eu une campagne de dons qui démarrait assez mal, qui augurait pas de grand-chose de très très bon pour la Quadrature. Et il y avait eu un appel notamment de Philippe Aigrin, qui était un des fondateurs de la Quadrature, qui avait lancé un appel sur les réseaux en disant « mais si vous ne faites rien, si vous ne nous aidez pas, la Quadrature va s'arrêter ». Et là, il y avait eu... moi, je travaillais pas à la Quadrature à l'époque, j'étais pas du tout dans les milieux libristes et geeks, et pourtant, j'ai reçu cet appel-là et j'ai donné à l'époque à la Quadrature. C'était mon premier contact avec la Quadrature. Et ça a amené... ensuite, il y a eu l'année 2015 avec les attentats, la loi renseignement, l'état d'urgence, etc. Et là, c'est la première fois qu'on a vraiment remarqué que quand les gens étaient inquiets pour leur liberté fondamentale sur toutes les questions de données personnelles et de surveillance, ils avaient tendance à soutenir la Quadrature. Et à ce moment-là, il y a eu un peu... on s'est fait un petit matelas. Donc c'est vrai que ça permet de voir les choses de manière un tout petit peu plus sereine, mais le matelas commence à... Parce que on est passé aussi de 2-3 salariés à 7. Et forcément, les associations le disent pas souvent, parce que les associations présentent leurs comptes de manière à pas montrer trop que, en gros, le gros des budgets des associations, c'est la masse salariale. Enfin, pour les associations qui ont des salariés. Et... quelque part, je trouve ça un peu hypocrite. Oui, la Quadrature, c'est 80% de son budget, ce sont les salaires. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les salariés, le travail ne serait pas fait. Donc ça paye du salaire, mais c'est pour des actions qui sont... ça paye pas juste des salaires, en fait. Mais donc voilà, on est quand même toujours un peu... on sait que c'est pas la catastrophe, mais on sait toujours que c'est un peu... si on veut pouvoir continuer à travailler... avec l'équipe actuelle, parce qu'on n'est déjà pas assez nombreux pour tout le travail qu'il y a à faire, faut pas qu'on se relâche, quoi. Merci beaucoup. Carl, et juste une dernière question, pour finir sur ces questions de campagne de dons, il me semble qu'il y a quelques années, vous avez aussi fait une campagne de publicité
dans les médias et d'affichage, je crois, qui était orienté justement sur la perte des libertés individuelles. Est-ce que c'était lié juste à une volonté de sensibiliser sur ces questions-là, ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté de lancer une campagne de dons? J'ai l'impression que tu ne vois pas de quoi je parle. Non. Tu sais, c'est les affiches... alors, je sais pas, là, j'ai Google, Facebook, oui. tu Alors, sais, les... Oui, alors en fait, ça, c'était... Alors non, en fait, ce n'était pas du tout une campagne de dons. C'était l'époque où... c'était 2018, on faisait encore des campagnes de fin d'année, on faisait pas d'appel à dons dans l'année. Et en fait, non, c'était vraiment une campagne... Au départ, c'était vraiment une campagne d'action. Il y avait ce fameux règlement européen sur les données personnelles qui allait entrer en vigueur en mai 2018. Fin 2017, on s'est dit, mais là, il faut faire quelque chose en termes d'action pour sensibiliser les gens sur la question des données personnelles à travers les GAFAM, parce que voilà, les GAFAM, c'est tout le monde connaît les GAFAM et utilise les services des GAFAM. Et donc, on a lancé ça, mais c'était complètement... c'était pas du tout lié à des dons. Et en fait, ça a eu une envie de réclamer des dons. Et en fait, ça a eu un petit impact, mais pas si énorme que ça. En termes financiers, on a eu un petit pic de dons en avril-mai 2018 au moment de ces campagnes d'affichage et du dépôt des plaintes contre les GAFAM. Mais ça n'a pas eu un impact si important que ça sur le budget. C'était vraiment pas pour le financement, c'était vraiment une envie d'en découdre un peu avec les GAFAM. Enfin, pas les GAFAM en eux-mêmes, le monde que représentent les GAFAM, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui posent des problèmes en termes de données personnelles, mais... La liste serait longue si on devait attaquer tout le monde. Ouais. Donc, si on comprend bien, en fait, les facteurs de dons, c'est surtout votre campagne annuelle, les rappels que vous pouvez faire chaque année, et puis ensuite, si jamais il y a une actualité qui se présente. Oui. Mais finalement, quand vous-même vous communiquez sur des projets précis, en fait, c'est pas ça forcément qui va susciter du don. Non, parce qu'on n'est pas... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en fait, ce que tu dis, c'est aussi que vous êtes hyper identifié sur ces sujets-là. Pour que les gens pensent à vous dès qu'il y a une loi qui sort. Je me dis, la nouvelle asso qui se met en tant que plaidoyer, mais que personne ne connaît, personne ne va non plus lui donner des sous. Est-ce que tu as peut-être une idée de justement comment vous avez réussi à être aussi visible dans l'espace public ? Il y a beaucoup la question finalement, on est 7 salariés, mais on a aussi des bénévoles, des membres et des bénévoles hyper actifs qui... La Quadrature a gagné énormément depuis 13 ans en légitimité, en termes d'expertise, notamment juridique, sur les questions numériques. Et ça a joué énormément, en fait, cette expertise qui s'est créée petit à petit, parce qu'on a aussi une équipe de juristes bénévoles qui bossent énormément avec les salariés. Et en fait, voilà, cette expertise-là, elle a fait que petit à petit, les médias, et notamment des grands médias, ont commencé à contacter la Quadrature. Et maintenant, effectivement, les grands médias, sur certains sujets, savent qu'ils peuvent appeler la Quadrature. Et en fait, on s'aperçoit que les passages dans les médias font que, petit à petit, ce n'est plus seulement les libristes et les geeks qui ont donné la Quadrature, mais des gens qui ont découvert l'association via les médias, et qui se sont dit, en fait, c'est peut-être eux qu'on peut aider pour essayer de faire quelque chose. Parce que c'est des sujets où, notamment l'exemple des données personnelles et des traitements qu'en font les GAFAM, c'est vraiment typiquement le truc de, en tant qu'individu tout seul, qu'est-ce que je peux y faire ? De toute façon, j'ai besoin des services de Google. Voilà. Et donc, se dire, au moins, il y a des associations qui essayent de faire bouger les choses, on va les aider. Et le fait de passer dans les médias, toutes les interventions médias, elles ont aussi beaucoup joué, en fait. Ça, on l'a vu avec la loi sécurité globale en fin d'année dernière. Il y a eu beaucoup d'interventions médias de la Quadrature et ça a aussi beaucoup... Et puis, on communique aussi plus qu'avant sur nos recours juridiques. Ça aussi, ça aide. Parce qu'il y a un aspect concret du recours juridique. Il y a une action concrète qui est faite avec des résultats, bons ou mauvais. Et le concret aide quand même beaucoup les gens à donner, j'ai l'impression. Ok, merci. Peut-être avant de passer, parce que je vois que l'heure tourne, à la question d'expert, justement, ce qui était intéressant, là, ce que tu disais, en fait, quand les gens donnaient un peu spontanément, mais quand il y avait quand même une actualité, comment est-ce que ça vous interpelle en interne et comment est-ce que ça va peut-être influer ou pas sur les projets que vous allez mener, notamment, par exemple, tu disais que vous faisiez la défense, mais vous faisiez aussi de la promotion. Du coup, comment est-ce que ça joue en fait sur les décisions et les projets que vous allez mener ? C'est probablement l'une des questions les plus compliquées dans le fonctionnement de la Quadrature, c'est d'arriver à
à ne pas être pris que par l'urgence, qu'elle soit légale ou législative ou médiatique, et de se garder quand même du temps pour les réflexions de fond, pour les projets de fond. Et c'est effectivement assez compliqué. On a eu, en fait, il y a eu cette fameuse initiative Technopolis qu'on a lancée en 2019. Et qui, en fait, au départ, n'était pas lié du tout à des actualités. L'idée, c'était vraiment de mettre, justement, dans le débat public les questions de surveillance, parce que les projets de surveillance, la plupart du temps, ils se font très discrètement, sans que les citoyens soient prévenus. On pose une petite caméra par-ci, un petit drone en manif par-là. Et en fait, là, quelque part, c'est nous qui avons devancé l'actualité. Parce que c'est devenu ensuite de l'actualité, notamment beaucoup à partir de 2020, et des confinements. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas toujours simple d'arriver à se dégager le temps d'être sur du projet de long terme. On a notamment une proposition positive sur des questions d'interopérabilité qui permettrait de lutter justement contre la centralisation sur ces grandes plateformes, d'arriver à avoir des petits réseaux sociaux qui seraient tous, entre guillemets, compatibles entre eux. Et je pourrais, moi, ne pas avoir de compte Facebook, mais communiquer avec des gens sur Facebook sans que Facebook récupère mes données. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, avec toute l'actualité, on a eu du mal à avancer vraiment sur ce truc-là. Donc c'est une recherche d'équilibre permanente qui est très compliquée. Oui, j'imagine. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser, du coup, si vous pouvez à un moment donné recevoir pas mal de financements par rapport à une actualité, est-ce que finalement ces financements, vous les gardez pour des projets du coup Quadra, ou est-ce que vous en profitez aussi pour en faire bénéficier d'autres assos ou pour avoir des actions qui sont peut-être plus transversales, de coordination pour rendre visible un sujet dans l'espace public? Est-ce que c'est une dynamique que vous avez déjà tenté de faire ou que vous pensez développer à l'avenir? On l'a tenté un peu, notamment là en 2020 sur la loi sécurité globale, puisqu'il y a eu une coordination qui s'est montée, et la Quadrature a aussi aidé financièrement, enfin à la fois financièrement et en termes de travail, cette coordination. On a géré le site internet, etc. Donc effectivement, ça nous arrive aussi parfois de faire des dons à des associations proches qui pourraient être à un moment ou un autre un peu en difficulté. On le fait pas forcément beaucoup parce que, l'air de rien, il faut quand même payer nos salariés, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire et qu'on aime faire en fait, parce que c'est vrai que quelque part... Et puis, juste, j'en profite parce que je crois que c'était une question que tu avais posée, Karl, un peu aussi dans ton intro. Les gens, peut-être que certains donnent en se disant qu'il va y avoir un retour, un service derrière, mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Et en fait, on se dit, mais les gens donnent à la Quadrature fait avancer ses projets, et le jour où les gens ne sont pas satisfaits des projets, simplement, ils arrêtent de donner à la Quadrature et ils vont donner ailleurs. S'ils donnent à des assos amis, tant mieux. Nous, ça nous arrive aussi beaucoup de renvoyer, que ce soit des médias ou même des gens qui cherchent à donner, en leur disant, en fait, si c'est vraiment sur cet objectif, par exemple, de promotion du logiciel libre, peut-être que vous pourriez aller plutôt soutenir l'April. Enfin, voilà, on n'est pas... Pour nous, c'est pas une question de service rendu, et on va pas trop non plus laisser les dons influer sur les choix qu'on fait, en fait. Mais est-ce que les choix stratégiques restent nos choix stratégiques. Est-ce que ça n'a pas tendance, du coup, à précariser vos employés ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a des moments où vous êtes quand même contraint d'aller chercher quelque chose parce que il faut bien, finalement, justement, payer ses salaires ? Oui, c'est vrai que, en fait, l'une des choses qui était très difficile quand nos finances ne dépendaient quasiment que de cette campagne de dons annuels, c'est que ça mettait une pression dingue, à la fois sur les salariés qui se disaient, mais si ça foire, je vais peut-être me retrouver au chômage, et sur les membres aussi qui se sentent responsables, en fait, qui n'ont pas envie de devoir licencier quelqu'un, parce que ça fait jamais plaisir, ce genre de choses. Mais en même temps, quelque part, on est dans les salariés, on est aussi tous militants. Et donc, pour nous, le principal, c'est de faire avancer la vision de la Quadrature et les causes de la Quadrature. Et si pour ça, ça veut dire de se retrouver dans 1 an ou 2 au chômage, quelque part, tant pis, quoi. Je caricature peut-être un tout petit peu, mais ça nous est arrivé déjà de nous dire, oui, mais si on part là-dessus, on va peut-être se planter financièrement, et ça va être compliqué pour nous personnellement. Et ça nous a pas empêché d'y aller quand même et de prendre le risque, parce que quelque part, finalement, pour nous, le militantisme est plus important que le salaire qu'on reçoit.
Même si on aime bien l'avoir, le salaire. Hein, Alors, ça, c'est intéressant et c'est, je pense, une question qu'on va aborder dans un prochain épisode de Questions d'Asso, justement sur les questions d'insécurité au travail et de souffrance au travail. Parce que est-ce que c'est parce qu'on est militant qu'on doit se sacrifier pour la cause? C'est aussi une question passionnante, effectivement. C'est une question et peut-être que aussi tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir se permettre ce risque-là. Du coup, peut-être, Karl, je te laisse la parole pour la question d'expert. Exactement. Alors, au cours des premiers épisodes de Questions d'Asso, on a successivement abordé différents modes de financement dont on a déjà expliqué que ça avait un impact sur le statut fiscal de l'association, notamment pour savoir en fait si cette dernière elle est lucrative ou non. Et donc, on vous renvoie pour ça à notre premier épisode. Mais au-delà de la lucrativité, il y a un autre aspect important dans l'économie des associations, c'est le statut d'association d'intérêt général, souvent confondu d'ailleurs avec le statut d'utilité publique. Alors, que recouvrent ces deux statuts? La réponse dans la question d'expert. Et notre expert aujourd'hui, c'est Mathieu de Finacop. Finacop, structure d'expertise juridique et comptable dédiée au monde de l'ESS et notamment des associations. Salut Mathieu. Salut. Et donc, on a pas mal de questions pour toi aujourd'hui sur ces questions de l'intérêt général et de l'utilité publique. Et peut-être pour commencer, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général pour une association? Alors, il faut s'imaginer un peu une pyramide à 3 étages. Comme tu disais au premier épisode, on avait parlé de la non-lucrativité. Ça, c'est le premier étage. Donc, c'est le fait de ne pas payer d'impôts. Et pour ça, il faut avoir une gestion désintéressée, notamment la question de la rémunération des dirigeants, qui doivent rester bénévoles, au maximum 3/4 du SMIC. Ensuite, il y a la question de la non-lucrativité des activités, au sens fiscal, ce qui veut dire une absence de concurrence, ou en tout cas une concurrence dans des conditions différentes, les fameux 4P. Il y a aussi quelque chose d'un peu moins connu, mais il faut éviter les liens privilégiés avec des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter un surcroît de ressources ou des économies de dépenses. Et enfin, donc ça c'est la non-lucrativité. Pour aller vers l'intérêt général, il faut rajouter un seul critère qui est être sur une liste d'activités éligibles. Donc là on a le cas parfait, malheureusement avec la quadrature dunaire qui coche pas cette case-là, comme la plupart des assos qui font du plaidoyer, voilà, au sens politique du terme. Donc le plaidoyer est considéré par le fisc comme quelque chose de trop indirect, qui ne mérite pas d'être soutenu. On pourrait le regretter étant donné les millions et centaines de millions d'euros qu'apporte la quadrature du net avec tous les procès qui sont intentés notamment. En tout cas, voilà, on considère le plaidoyer. Donc d'autres exemples, on pourrait citer aussi la recherche fondamentale. Pareil, on considère que c'est trop indirect, contrairement à la recherche-développement. Donc ce n'est pas une activité éligible à l'intérêt général. C'était pas le contraire? Non. Donc recherche fondamentale inéligible. Ouais. Il me semblait avoir entendu que recherche et développement, comme c'est trop proche des entreprises, c'est pas considéré. Ouais, si c'est au service d'entreprise lucrative, comme je disais tout à l'heure, c'est pas éligible. Voilà, c'est pas éligible. Et ensuite, donc voilà, il faut savoir au profit de qui c'est fait. Et un autre exemple, ce serait les activités économiques. Donc par exemple, si on soutient des entreprises, ça tombe pas dedans. Par contre, des fois, on peut jouer un peu. Si on soutient directement des emplois, si on aide des personnes physiques, là, on peut être éligible. Voilà un petit peu les critères. Et du coup, et après, par rapport pour terminer, pour aller vers l'utilité publique. Donc déjà, l'aspect intérêt général, outre la non-fiscalisation, donc l'absence d'impôts commerciaux, ça offre une défiscalisation au titre des dons, mécénats, toute forme de mécénat numéraire en nature et de compétences. Donc à hauteur de 60% pour des personnes morales et 66% pour des personnes physiques. Voilà, c'est ça principalement. Et l'utilité publique, alors il y a relativement peu d'associations, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais finalement il y en a assez peu qui sont concernés, c'est quelques centaines. Il y a plus de critères, notamment de transparence, de démocratie, et pas simplement de gestion des intéressés, de nombre de membres, d'adhérents, il en faut au moins 200, donc ce qui ne serait pas possible dans le cas actuel, et d'ancienneté aussi, et du fait d'avoir une bonne santé économique. Et après, c'est une procédure assez lourde à demander auprès du fisc. Pour autant, ça apporte aussi une image encore plus forte et un peu plus d'avantages fiscaux, notamment la capacité à recevoir des legs et des donations.
Alors, une asso d'intérêt général qui a plus de 3 ans maintenant peut aussi avoir ça. Et aussi une défisque des personnes physiques un peu plus importante, à hauteur de 75%. Voilà un peu la différence. Et alors, peut-être pour revenir sur l'intérêt général, souvent on dit que les associations sont d'intérêt général par défaut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un abus de langage? C'est un abus de langage. Ouais. Alors, une asso est plutôt à but non lucratif par défaut. En tout cas, c'est sa définition. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un objet autre que la recherche de profit pour ses membres. Et après, il peut y avoir, faire attention à la notion de lucrativité, parce qu'il y a cette partie-là, et il y a la non-lucrativité au sens fiscal des activités aussi, qui est encore différente, qui est éviter la concurrence dont je parlais, etc., les 4P. Et donc, Est-ce que tu peux peut-être rappeler les 4P? Parce que tu en avais parlé dans un précédent épisode. Mais... Alors, les 4P, il y a la notion de produit vendu, bien ou service. Il y a la notion de prix, qui doit être nettement disproportionné, enfin en tout cas en dessous des prix du marché, on va se dire au moins 30% en moins des prix du marché. La notion de public visé et la notion de publicité. Après, c'est un faisceau d'indices, on n'est pas obligé de cocher tout à tout prix, toutes les cases. Et alors, si on n'est pas d'intérêt général par défaut, comment fait-on pour le devenir? Ouais, alors... c'est hyper compliqué. Il y a deux possibilités. Alors, je pense que la majorité des personnes pensent que c'est une demande officielle à formuler au fisc, demande de reconnaissance. Or, ce n'est pas le cas. Donc, même si ça part d'une bonne intention, que c'est très séduisant sur le papier de faire le fameux rescrit fiscal, donc la demande au fisc de se positionner, c'est pas toujours opportun. Nous, on la préconise dans très peu de cas. Soit on est sûr à 100% d'avoir une réponse positive, liée au fait qu'on ait beaucoup d'ancienneté, que peut-être que... Alors, il y a eu quelques publications de rescrits dans le BOFIP, ça c'est tout nouveau. Donc peut-être qu'on est pile poil dans un cas qui a été publié. Le BOFIP, c'est... Le BOFIP, c'est le butin des finances publiques, c'est un peu la doctrine fiscale qui a, voilà, on peut dire valeur, force un peu légale ou quasi légale, force juridique en tout cas. Où on connaît bien son contrôleur fiscal. Non, je caricature à peine, mais des fois ça peut arriver. Sinon, dans 90% des cas, nous, on recommande de ne pas faire cette démarche-là, parce qu'on est totalement libre de s'auto-revendiquer d'intérêt général. Et voilà, pour plusieurs raisons, parce que le fisc a des contraintes budgétaires, des directives aussi pour resserrer les vis, donc dans moindre doute, ils vont profiter pour dire non. Et dans ce cas-là, on renverse la charge de la preuve. Donc après, il faut aller faire un dossier, etc. Alors que si on reste dans notre coin et qu'on fait notre propre dossier, notre propre analyse, c'est au fisc de venir nous embêter, etc. Voilà. Donc puis c'est beaucoup d'énergie, etc. Et je pense que la grande majorité des financeurs de type mécène, personne morale, fondation, ne demandent pas ce fameux sésame, parce qu'ils savent que c'est un peu une hypocrisie de l'avoir. Il y a peu de structures qui ont une réponse positive. Donc on le remplace en général par une attestation du président ou la présidente quand il y en a. Alors nous, je pense qu'on est les seuls à le faire à Finacop. Nous, on fait une mission d'audit un peu d'intérêt général et on délivre une attestation. On estime que l'association respecte ou non les critères de l'intérêt général. Et c'est bon à savoir ça. Ouais. Si ça peut aider, mais voilà. Des fois, c'est pas utile. Et la différence entre ce reçu presque informel et le papier, on dit bien un rescrit, oui. Un rescrit officiel des impôts. Justement, si on donne juste un reçu sur sa fiche d'impôt pour dire j'ai fait un don, voilà le reçu, est-ce qu'il est autant valable que le papier officiel des Alors, impôts? Le donateur déjà n'est pas tenu de donner le moindre document. Ah, ok. Et en cas de contrôle, il n'a pas accès forcément au rescrit fiscal obtenu par l'association, mais c'est l'association qui doit lui délivrer un reçu fiscal, un reçu don. Ok. Donc il pourra fournir ce fameux reçu don. Et peut-être la dernière question à te poser sur cette question d'expert, parce que finalement, donc, tu nous as bien expliqué la différence entre l'intérêt général et l'utilité publique. Donc on a aussi bien compris que pour la quasi-intégralité des associations, l'utilité publique n'est pas quelque chose à envisager. Mais au-delà de ça, sur l'intérêt général, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller rechercher? Parce que je me souviens notamment en avoir discuté avec tes équipes à Finacop, qui nous disaient, mais en fait, c'est pas forcément toujours utile. Peut-être que vous pourriez vous en passer dans votre association, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher comme un sésame, où il y a plein d'associations qui fonctionnent sans et très bien sans? Je pense dans la
grande partie des associations qui vont chercher, qui sont dans cette démarche de recherche de dons, de mécénat et qui veulent en faire un gros pilier de leur modèle économique, pour moi, c'est très utile, voire vital pour certaines associations, notamment quand on est financé par des fondations françaises. Après, les fondations européennes, elles ont chacune, dans chaque pays, a sa doctrine. Et donc, on n'est pas obligé d'être d'intérêt général si on va chercher une fondation suisse ou autre. En tout cas, en France, c'est quelque chose qui est demandé, qui est nécessaire. Parce que les fondations elles-mêmes doivent permettre une défiscalisation à leurs donateurs, donc il faut qu'elles financent des structures d'intérêt général. Et pour encore une fois, ce que tu disais, des particuliers, je pense que plus on va vers des personnes à revenus élevés qui sont susceptibles de donner beaucoup, plus c'est aussi attractif, cette défisque. Il y a une sorte de contradiction, si je comprends bien, parce que mine de rien, on est en train de dire que pour défiscaliser, il faut avoir des activités qui... je suis en train de perdre le fil de mon idée. Attends. Il y a un moment, il y avait quand même une grosse contradiction que je n'arrive plus à formuler, qui est que si tu es d'intérêt général, tu ne fais pas de plaidoyer, et donc du coup, tu as le droit à des subventions, mais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir cette défiscalisation. Et de l'autre côté, si tu n'as pas de subvention, parce que justement, tu veux faire du plaidoyer, tu veux être indépendant, tu es militant, donc tu n'as pas le droit à la défiscalisation des dons. Donc en fait, ça veut dire qu'il y en a un, il peut avoir tout, mais il n'en a pas besoin, et l'autre, il a le droit à rien, mais il en aurait besoin. Oui. Tu vois, je ne l'avais pas formulé dans ces termes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, Myriam, de voir en fait que du coup, vous, et c'est un peu ce que disait Mathieu, en fait, ça n'a pas l'air d'être une contrainte, le fait que vous n'ayez pas de statut d'intérêt général, je veux dire, pour les donateurs, au contraire, ou au contraire ou pas, mais... A priori, alors nous, c'est affiché sur notre site, le site par lequel on peut faire des dons à la Quadrature dans la fac. On écrit bien effectivement que les dons ne sont pas déductibles des impôts. Il y a plein de gens qui ne vont pas la lire, donc on reçoit de temps en temps des mails de gens qui nous demandent un reçu fiscal. On leur répond gentiment que non, on n'a pas obtenu la possibilité de le faire de la part des services fiscaux. On leur propose systématiquement de leur rembourser leurs dons parce que il y a des gens qui donnent aussi parce qu'il y a cet avantage-là pour eux. Et je dirais que quasiment dans 100% des cas, les gens nous répondent non, c'est pas un souci, on fait pas ça pour les impôts, on fait ça pour vous soutenir. Donc je sais pas, peut-être que comme on n'a pas vraiment d'idée du public qui donne à la Quadrature, c'est difficile à le savoir vraiment, mais je pense que si la Quadrature avait la possibilité de déductibilité des dons, je suis pas sûre que ça changerait fondamentalement les sommes perçues, sachant qu'en plus, beaucoup de gens donnent 5 euros, 10 euros. C'est pas forcément des grosses sommes, donc ça va pas jouer beaucoup, je pense. Et puis, il y en a aussi sûrement beaucoup qui ne payent pas d'impôts. Donc, ça dépend un peu, je pense que selon les associations et selon les profils. Enfin, j'imagine que certaines grosses associations dont on entend beaucoup parler, ça les intéresse parce qu'ils ont des donateurs qui vont donner plus et qui sont intéressés. Mais de la Quadrature, ça n'a pas... Et j'ai l'exemple d'une autre association pour laquelle je travaille qui a décidé de délivrer des reçus fiscaux et ça n'a pas fondamentalement changé ses recettes en termes de dons, quoi. Donc après, c'est... Peut-être par rapport justement au paradoxe que soulevait Karl, est-ce que, outre la défiscalisation des dons, tu penses que ça pourrait vous donner... donc du coup, on a compris que vous n'y avez pas vraiment accès. mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut donner plus de légitimité par rapport aux institutions? Parce que vous avez quand même cette particularité, à être parfois au Parlement, à l'Assemblée nationale, en tout cas à être dans des institutions juridiques. Alors du coup, peut-être que je ne dis pas les bonnes, mais pour faire des recours. Et du coup, pour vous, pour le moment, ça ne joue pas sur un espèce de manque de légitimité ou manque de reconnaissance? Non, ça joue pas vraiment parce qu'en fait, la légitimité et la reconnaissance sont là, notamment par notre expertise. Et puis, il faut être honnête, comme c'est quand même des concepts assez flous dans la tête de la plupart des gens, la plupart des gens pensent que la Quadrature est d'intérêt général. Parce que la notion d'intérêt général dans la tête des gens, elle est pas très très claire, quoi. Donc c'est vrai que le point qu'a fait Mathieu est vraiment intéressant là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la tête de la plupart des gens, la Quadrature est d'intérêt général. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, en termes plus philosophiques, en fait, je dirais, c'est presque ça, quoi. Et c'est vrai que généralement, c'est quand tu écris loi 1901, souvent tu as envie d'écrire derrière d'intérêt général. Il y a un petit côté, t'as le package tout en un. Bon, en fait, du coup, on a appris que non. Après, ça peut être aussi un plaidoyer à mener de la part des associations du
le monde associatif, etc. Pour Pour élargir se le spectre. revendiquer. Je sais que récemment, on a intégré notamment les actions en faveur de l'environnement, qui n'étaient pas reconnues avant. Ça, D'accord. c'est dans l'air du temps. Parce que les libertés numériques aussi peuvent être un sujet. Parce que sinon, c'est vrai que le mot plaidoyer, on peut comprendre le fisc qui pourrait dire, dans ce cas-là, Total qui fait du lobbying, c'est pareil, c'est du plaidoyer. Par contre, si d'accord. on focalise sur l'objet défendu, je pense que là, il y aurait Ça matière peut- Ouais. C'est possible que les choses bougent dans les à années à l'intérêt venir. général au sens plein du terme. Super, écoutez, merci beaucoup, hein, c'était hyper riche. Donc merci Myriam de nous avoir accompagnés, d'avoir été avec nous pour nous livrer le témoignage de la Quadrature du Net sur ces questions. Merci à Mathieu de nous avoir éclairé de ton expertise sur les questions d'utilité publique, intérêt général, mécénat, dons. C'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit sur ce plateau. Et merci bien sûr à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode surtout vous a été utile. Si jamais vous avez je sais pas, un témoignage, des retours, des choses que vous avez vécues qui sont peut-être proches de ce dont on a dit, ou même peut-être des sujets que vous aimeriez particulièrement traiter ou en tout cas écouter dans ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail qui est assez simple, donc c'est hello@question-asso.com et de toute façon vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet, donc Question d'Asso. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes de podcast, Apple Music, Google Podcast, Deezer, SoundCloud, Et Spotify, voilà, tout ce que vous voulez. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les ressources sur notre site web et il y aura encore une fois une version textuelle. Donc cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez entendre est une musique de Sound of Nowhere. N'hésitez pas à regarder ces autres morceaux, enfin plutôt à les écouter. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Question d'Asso qui sera cette fois-ci sur la question de la souffrance au travail dans les milieux militants. Question d'Asso. Le podcast par et pour les assos.